La communauté musulmane de notre pays a célébré aujourd'hui le nouvel an musulman, opportunément un prêche a lieu dans l'enceinte du complexe scolaire Kokaranta. Toute âme goûtera à la mort, c'est ainsi que s'en est allé le président Mathieu Kérékou. L'homme politique nigérien Sanusi Tambarijakou a tenu à lui rendre un hommage. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue sur la télévision Labari. Je vous l'annonçais à l'instant dans les titres. La célébration du Nouvel An, c'est aujourd'hui. Occasion pour le complexe scolaire Kokaranta. C'est dans le premier arrondissement communal Niamey 1. Il était question pour les oulémas de cette commune de prier le Tout-Puissant Allah afin d'accueillir dans son paradis éternel les nombreux pèlerins rappelés à lui à Mina, mais aussi qu'il guérisse les blessés et au-delà que ce dernier bénisse le Niger. Abdel Nasser Dantoufo et Ali Bourema. C'est une initiative des oulémas du premier arrondissement communal 1. Celle-ci à l'occasion du premier jour du mois de Muharram ou premier jour de l'an 1437 du calendrier musulman. Objectif de cette série de lectures de Saint-Coran suivi de Fatiha et d'implorer Dieu le Tout-Puissant pour qu'il accorde le paradis à ceux qui ont perdu la vie dans la bousculade de Mina le 24 septembre dernier, guérisse les blessés et bénisse le Niger tout entier. Muna muku barka da sabuwar shekara ta musulunci. Yau ga su da al'umma musulmi na komin ɗan mun gamu duka gaba ɗaya mazan mu da mata. Muna muku barka da sabuwar shekara ta musulunci kuma Allah maimaita mana. Allah ya sanya mana shekara ce mai albarka da lahiya da kwanciyar hankali. Kuma abun da muka karanta na Qur'ani Ubangiji Allah ya san yoyin ya san bukata kowa Allah ya karba mana Allah biya mana. Nous, les oulémas du premier arrondissement communal 1, nous nous sommes concertés pour voir ce que nous pouvons faire à l'occasion de ce nouvel an. Et nous avons jugé utile de prier pour les victimes de Mina, que Dieu les accorde le paradis, qu'ils guérissent les blessés. À ce début du nouvel an, il est important aussi de prier pour notre pays. Qu'Allah bénisse le Niger. Et je remercie aussi tous les fidèles musulmans qui ont fait le déplacement à ce prêche. Irin wani abu ne zamu na alkhairi cikin wannan shekara muka ce to mun ga mu zamu karanta Qur'ani dan saboda kasar mu ta zauna lahiya a samu kwanciyar hankali kuma Allah ya ba mu alkhairin da a cikin kasar nan Allah kuma muna dan uwan musulmi wanda suka rasu hajji Allah ya ji kansu rahamce su kuma wanda suka ji ciwo muna fata Allah warkar da su ya ba su lahiya. Telle fausse note que déplorent les organisateurs, l'absence des autorités municipales du premier arrondissement de la ville de Niamey pourtant invité. Restons-y toujours dans le même registre avec le retour dans la nuit du 14 au 15 octobre de la première vague des pèlerins inscrits à l'agence de pèlerinage et de la Umrah Al-Muzdalifa. Ces pèlerins regagnent ainsi le Bercail après avoir bien accompli l'ensemble des rites du Hajj, ce pilier de l'islam, comme ils l'ont confié à notre reporter Adam Soumana. C'est à travers un vol du Boeing 747 de la compagnie saoudienne Air Nas que la première vague de pèlerins nigériens inscrits sous la bannière de l'agence Al-Muzdalifa ont regagné le Bercail après les rites du Hajj 2015. Des pèlerins qui ne tarissent d'ailleurs pas d'éloge à l'endroit de l'agence Al-Muzdalifa. Alhamdulillah, matkan ado naga tere no irna te ni ba hajiya kal suru no matkul kanno borege hinker suru dai no zama matkan irko na solan da dai na gace ya dumo no irna ganan da alhamdulillah taliyo talisiya amma aga bisa dai no matkul kanno zama hayrno kan anda mi zai kul wanno borfallan sace inga seno matkul kanno irga ji harkan sikan amma aga bisa no zama haikan ga kan no ga bisa wo kan sikan wannan ajansu alhamdulillah da mu da shi mun tahi lahiya an kula da mu duk abin da ya kamata a muna bisa kaida komai an mu saboda Allah abin da muka ga muka dora mai wannan shiri ne amma saboda Allah mun yi naji komai an muni abin da ya kamata an kai ni an kula da ni an ba mu duka abinci da ya kamata a ba mu na tahiya da ake an ba mu duka wannan. Bravo donc à l'agence Al-Muzdalifa pour avoir honoré ses engagements vis-à-vis de ses clients et bon vent pour la réussite des éditions futures du Hajj. Du 15 au 16 octobre, la Direction générale des douanes organise des journées dites de réflexion sur la douane.
Objectif, recenser les problèmes que rencontrent les agents des douanes dans l'exercice de leur métier afin de trouver des solutions à ces problèmes pour améliorer la qualité des services. C'est le ministre délégué au budget qui a d'ailleurs présidé la cérémonie d'ouverture en présence du gouverneur de la région de Niamey, en présence aussi de nos reporters Hassan Saleh Mustafa et Sadou Dimi. Quelle action pour une douane nigérienne moderne et performante dans le contexte de globalisation et de modernisation de l'économie? Les cadres de la douane nigérienne venus de toutes les régions du pays ont 2 jours pour trouver une réponse à cette question. Les participants vont au cours de ces journées de réflexion diagnostiquer tous les maux qui constituent un obstacle au bon fonctionnement de l'administration douanière. Les problèmes qui minent le fonctionnement normal de notre administration et l'atteinte de ces objectifs sont si multiples et multiformes qui nécessitent de notre part une réaction spontanée et surtout adéquate. Et la recherche de leurs solutions passe inévitablement par la création d'un cadre inclusif de discussion. Nous sortirons des décisions courageuses, voire audacieuses. Il nous revient donc de poser le bon diagnostic sans rien occulter afin de mettre en évidence toutes les causes des entraves et autres travers et dans tous les compartiments de notre administration et ou même ceux exogènes. À cet effet, nous pensons qu'aucun sujet ne doit être tabou et les manquements ou même les errements à tous les niveaux doivent être ressortis ou relevés. Pour le ministre délégué au budget et à l'économie, cette initiative de la Direction générale des douanes qui est à sa 4e édition revêt d'une importance capitale. Les présentes journées de réflexion sont donc tout indiquées pour le lancement d'une réflexion approfondie sur les raisons qui expliquent objectivement les contre-performances de l'administration des douanes en dépit de nombreuses actions de renforcement des capacités. De mon point de vue, ces journées de réflexion devraient se distinguer des précédentes en créant des conditions telles que les participants exprimeront des contributions franches pour appréhender les mots et à leurs racines et trouver des solutions adéquates visant de revitaliser cette grande administration et ranimer la fierté de son personnel à servir loyalement l'administration. Le respect des textes et lois du domaine de la douane, la relation avec les différents partenaires et la gestion des ressources douanières sont entre autres sous-thèmes qui seront débattus au cours de ces assises. Sachez également que juste après l'ouverture officielle du colloque international de l'Association nigérienne de droit constitutionnel a lieu comme entrée en matière une leçon inaugurale avec au menu la justice constitutionnelle face à l'épreuve de la transition démocratique en Afrique, un thème d'ailleurs qui aura suscité beaucoup d'intérêt, en atteste la pléthore des interventions. Le compte rendu de la rédaction. C'est un démarrage sur les chapeaux de roue des travaux de ce colloque international, dont la présente leçon inaugurale constitue l'entame. Une leçon inaugurale dont le thème tient pour bien de raisons. Il y a beaucoup d'espoir qui a été fondé sur la justice constitutionnelle depuis ce qu'on appelle l'ouverture de la transition démocratique. Or, la transition démocratique est un enjeu, est un défi extrêmement important. Toutes les institutions sont impliquées dans la transition démocratique, par exemple les organes de gestion des élections, par exemple le ministère de l'Intérieur, par exemple toutes les autres organisations, et la justice constitutionnelle aussi sa partition à jouer dans le processus. Voilà pourquoi on a essayé peut-être d'évaluer les conditions dans lesquelles travaille cette justice constitutionnelle, les facteurs qui influencent de façon positive ou de façon négative l'évolution de cette justice constitutionnelle dans un contexte où nos pays sont en crise. Il fallait donc, au lieu d'adapter immédiatement des recommandations, des résolutions, essayer de façon fondamentale de se poser la question de savoir le pourquoi du comment. Autrement dit, pourquoi, depuis que nous sommes dans la transition, la justice n'arrive pas à satisfaire à la demande que la population lui adresse. Dans la transition démocratique, c'est dire que le juge constitutionnel se voit peser sur ses épaules une grande responsabilité. Il faut analyser les problèmes sous l'angle de l'offre et de la demande. Depuis 1990, je dois dire que toutes les institutions sont dans une situation où nos populations nous adressent des messages, nous adressent une demande. Et la justice constitutionnelle n'y échappe pas. Alors la demande qui est adressée à cette justice constitutionnelle, c'est évidemment, comme les partis politiques ont tendance à le dire, de régler les problèmes électoraux, mais aussi et surtout de laisser la place du citoyen au cœur du processus démocratique.
Autrement dit, que les lois et règlements qui sont passés dans nos pays puissent être des lois qui protègent le citoyen, qui garantissent également la libre expression des droits du citoyen. Et le juge constitutionnel devrait, à chaque fois que l'occasion lui est donnée, de vérifier est-ce que les lois-là garantissent ces deux éléments de la démocratie, autrement dit la participation du citoyen et la protection du citoyen. Au-delà d'une prophylaxie de la justice constitutionnelle, s'impose aussi un changement d'approche dans l'analyse en faisant des distinctions. Une conférence de presse en appelle une autre, mais cette fois-ci au Centre culturel franco-nigérien Jean Rouch, avec comme thème le pouvoir en Afrique. C'est pour en faire quoi? Une grosse interrogation à travers le résumé de cette conférence par notre reporter Michel Deji. C'est un débat au cours duquel le premier conférencier a eu à faire la genèse du pouvoir dans sa conception traditionnelle et ce qu'il est devenu de nos jours, notamment dans sa forme démocratique moderne. Le constat est que nous ne sommes pas encore dans la direction d'un développement économique et social au bénéfice des majorités populaires en Afrique, parce que ces institutions tournent à vide. C'est-à-dire que les rapports entre les citoyens et leurs dirigeants sont réduits à leur plus ample expression, ce que j'ai appelé la double déconnexion, déconnexion entre les citoyens et leurs représentants, déconnexion entre l'économie et la société, parce que le modèle de démocratie représentative plus ajustement structurel s'est révélé désastreux pour le développement économique et social du continent. Face à une telle situation, il revient à la jeunesse de s'engager pleinement pour faire renaître un nouvel espoir, conviennent les participants. Donc les règles, je pense, la règle principale vraiment, c'est que les jeunes s'intéressent à la politique, ils entrent dans les partis politiques, ils entrent dans le jeu démocratique. À partir de là, vraiment, ils peuvent s'inspirer de ce qui s'est passé et puis apporter leur touche et puis faire évoluer les choses, quoi. Je vous donne un exemple. Tant qu'il y a un mouvement politique ou bien un mot d'ordre d'une société civile, comme vous constatez, c'est les jeunes principalement qui sortent. Donc cette jeunesse-là a pour devoir de prendre en charge la question pour pouvoir essayer de corriger d'abord ces lacunes elles-mêmes, parce qu'elle est porteuse de certaines lacunes, et ensuite d'engager un débat de sensibilisation d'abord, parce que la gestion du pouvoir est une question collective qui doit engager toutes les couches sociales. Et ensuite, on va engager une dynamique de réforme et de la configuration de l'appareil de l'État qui n'est pas conforme aujourd'hui à répondre à nos exigences fondamentales. Des perspectives qui ne sont cependant possibles sans une éducation de qualité assurée. La société civile nigérienne au secours des gardiens, plus connue sous l'appellation Vigile, en effet, un groupe de défenseurs des droits de l'homme a engagé une démarche qui vise à améliorer les conditions de vie de ces derniers et de travail. Dans une déclaration rendue publique ce matin, les acteurs de la société civile lancent un appel au gouvernement pour qu'il s'approprie ce dossier. C'est gelé de temps moderne, les compagnies de sécurité, foulant au pied toute la réglementation et le code du travail au Niger, exploite en effet de manière éhontée et au mépris des droits humains les plus élémentaires la situation de vulnérabilité des jeunes Nigériens n'ayant pas eu la chance de poursuivre leurs études. Ils ou elles sont placés ça et là comme gardiens de jour et de nuit au niveau du secteur public, du privé, ainsi que dans bon nombre d'institutions internationales et autres chancelleries au Niger, au prix de salaires dérisoires qui interpellent plus d'un. Lorsqu'on sait le risque que ces braves gens encourent en se privant de sommeil pour garantir des jours et des nuits paisibles à des hommes et des femmes qui ignorent tout de leurs conditions de vie et de travail. Car aucune conscience avertie, à notre avis, ne peut être complice d'une telle pratique malsaine impropre à nos valeurs sociales. Les négociations se faisant dans le dos des employés, ces prolétaires vigiles, harassés par leur situation de chômage, d'oisivité et de pauvreté ambiante, acceptent la douleur au ventre, les salaires de misère que leur proposent ces compagnies capitalistes à l'affût du bien facile. Face à cette situation qui n'honore aucun Nigérien, l'État non plus, qui a le devoir constitutionnel, article 33 de la Constitution, de protéger tous les citoyens, encore moins les institutions internationales,
nous, acteurs de la société civile et journalistes, défenseurs des droits humains fondamentaux, ne pouvons rester indifférents au regard du devoir qui nous incombe. C'est pourquoi nous en appelons d'abord à une prise de conscience générale de tous les vigiles, car l'émancipation de l'homme ne peut être que l'œuvre de l'homme lui-même. Vigiles de tout le Niger, unissez-vous. Ensemble, nous nous engageons avec fermeté, au nom de l'état de droit et pour la défense des droits humains, à imposer une conduite aux employeurs des vigiles pour le respect strict de la législation et du code de travail, et pour un traitement équitable et plus humain des vigiles de notre pays. D'ores et déjà, des correspondances ont été adressées à qui de droit, à savoir les ministères de tutelle, le CESOG, la primature, la CNDHLF, l'Assemblée nationale, l'ANDDH, la HALCIA, afin qu'ils se saisissent de la situation et pour qu'une solution urgente soit trouvée aux difficultés quotidiennes des vigiles, citoyens nigériens à part entière. Nous demandons aussi le concours de tous les citoyens nigériens, soucieux du respect des droits humains, à nous rejoindre dans cette lutte noble pour une amélioration des conditions de vie et de travail des vigiles nigériens et au-delà de tous les opprimés. Une journée sans vigile, suivie d'une marche pacifique, serait envisagée dans les prochains jours à Niamey pour dire non à l'exploitation des vigiles, oui au respect de tous les droits humains au Niger. L'homme était affectueusement appelé le caméléon par ses compatriotes. Le président Mathieu Kérékou n'est plus de ce monde. Il était rappelé à Dieu hier, mercredi 14 octobre 2015. C'est ainsi que Sanoussi Tambari-Jakou, homme politique nigérien, a tenu à lui rendre un hommage. Feu le président Kérékou mérite de la nation béninoise et il mérite de l'Afrique. Et il mérite même du monde. Il y a eu d'abord le Kérékou, simple officier, qui, dans les années 60 et même 70, avec le commandant Kouendété de son pays, qui donc a toujours joué un rôle prépondérant dans le renversement des régimes de son pays. Quand son pays, le Bénin, s'était trouvé dans une situation bizarre, où il y avait 3 présidents qui exerçaient le pouvoir à tour de rôle, Hubert Maga, comment il s'appelle, Ao Madigbe et Zinsou, je crois que, et lui et beaucoup d'officiers, ils ont compris que c'était une situation très mauvaise pour leur pays. Et ils ont renversé ce pouvoir-là pour s'installer. Donc voilà le Kérékou officiel. Kérékou, en tant que chef d'État, a été très sensibilisé par les intellectuels de son parti et il a adopté le marxisme-léninisme, donc le socialisme. Et lorsque le vent de l'histoire a tourné et que son pays a été obligé de tenir une conférence nationale, il l'a accepté. C'est encore tout à son honneur. Et lorsque la conférence nationale a décidé de la création du multipartisme, de l'adoption du multipartisme et de la présentation des candidats contre lui, il l'a accepté. Et il a perdu le pouvoir sans rechigner, alors qu'il disposait de forces armées en ce moment-là. C'est tout à son honneur. Quelques années après, ses compatriotes l'ont récompensé et à l'occasion d'une élection présidentielle qui s'est tenue là-bas, ses compatriotes l'ont ramené au pouvoir. C'est tout à son honneur. Et par la suite, il a quitté ce même pouvoir dignement. Et il est allé se reposer et attendre que les choses se passent. Aujourd'hui, il est décédé. Nous ne pouvons que nous incliner devant sa dépouille mortelle et le féliciter et nous souvenir de lui et de tout ce qu'il a fait. Eh oui, ainsi va la vie. Adieu mon général, que votre terre natale qui vous a vu naître vous soit légère.
La suite de ce journal, après avoir obtenu un succès éclatant avec plusieurs distinctions internationales pour son ingéniosité dans la création de la télémigration horticole, notre compatriote Abdoumaman Kane, directeur de l'entreprise Tech Innova, a présenté hier son œuvre au grand public. C'était au cours d'une soirée de l'innovation organisée à cet effet à l'hôtel Gawai. Alors à la découverte de cette invention dans ce reportage signé Michel Deji et Sadou Doumi. L'entreprise Tech Innov est donc à Abdou Maman, son fondateur, qui est nigérien. Nul n'est prophète dans son propre pays, dit l'adage. Et cela, le directeur de Tech Innov l'a confirmé en remportant le Grand Prix mondial pour l'eau du Conseil mondial de l'eau organisé au Maroc en avril 2015. World Water Prize, Mr. Mama Abdou Kane. Aujourd'hui, le Maroc et le Conseil mondial de l'eau mettent conjointement à l'honneur un jeune et brillant chercheur africain qui a mis son savoir-faire, ses connaissances et je dirais même son audace au service d'une gestion plus efficiente, plus efficace, plus économe des ressources en eau. Congratulations, let's look at the camera. Have a big smile, everybody. Mon sentiment, c'est une joie, c'est une fierté. Traditionnellement, nos maraîchers passent le clair de leur temps, pratiquement le 2/3 de leur temps, en train d'irriguer. Et que l'irrigation n'est pas la seule activité de la chaîne de valeur agricole, mais elle leur consomme plus de temps. De l'autre côté, l'eau est gérée de façon traditionnelle, donc il y a une déperdition et un gaspillage énorme d'eau. Avec cette technologie, on gagne du temps, on gère efficacement la ressource en eau et enfin on essaie de booster la production, d'augmenter la surface irrigable et de pouvoir permettre de lutter contre la pauvreté et le changement climatique et chemin faisant gagner en revenus. Je connais Maman Abdou Kane à travers notre prix, le prix de l'innovation pour l'Afrique, où il était finaliste. Donc pour moi, c'est encore une fois une démonstration que les Africains sont capables d'avoir des solutions aux problèmes africains. La télé-irrigation de Abdou Maman a un brevet de l'OAPI 2013, mais c'est grâce à un partenariat avec Orange et d'autres partenaires que son caractère innovateur va connaître son apogée. Il vous souviendra que Orange a, dans le cadre de sa responsabilité sur cette entreprise, mis en place un projet au niveau du groupe appelé Orange pour le développement. Et c'est dans ce cadre que nous avons initié un prix Orange pour l'entrepreneuriat social en Afrique, POESA. Et je dois saluer cette initiative dans la mesure où la première édition de ces prix a consacré l'avènement d'un Nigérien. Je veux parler de Maman Abdou qui, parmi 600, je dis bien 600 compétiteurs, est arrivé en tête avec son projet de télé-irrigation horticole. Il revient donc désormais aux autorités en charge de la question d'œuvrer pour une meilleure mise en œuvre de cette innovation technologique qui ne doit pas être une invention de plus à placer dans les tiroirs. Abdoumaman Kane, une fierté nationale dont le génie créateur se doit de faire école. L'UDER Tabat, quant à elle, poursuit la mise en place de ces différentes structures dans la région de Maradi. La 7e étape a d'ailleurs concerné 4 communes rurales du département de Dakoro, que nous résume ici Adamou Soumana. La délégation de leader Tabat, chargée de la mise en place des bureaux communaux et départementaux mixtes, ceux des femmes, des jeunes et des cadres dans la région du Kassena et du Goubir, poursuit sa mission à travers les communes rurales de Korahan, Rumbu 1, Tagiris et Badergoula. À cette dernière étape, la mobilisation des militants était très impressionnante, mais aussi et surtout a enregistré, tout comme à Korahan, une adhésion massive des militants de la CDS Rahama,
Modem F. Aluman Africa, MNSD Nasra, PNDS Tareya, ARD Adelchi Moutoumchi, RDP Jamaa et RSD Gaskia. Notre choix est fondé tant sur les valeurs cardinales du parti que sur les valeurs intrinsèques de son leader. En effet, dans le contexte politique actuel, qu'y a-t-il de plus important que la volonté d'unir l'ensemble des fils d'une nation autour des idéaux de renforcement de la démocratie et de la République? Ces grandes valeurs républicaines mises en avant par l'UDR Tabat, qui justifie notre décision de le rejoindre en tant que parti politique pour qu'ensemble nous puissions sortir le Niger des sentiers battus. Les valeurs, les lois et autres dispositifs juridico-institutionnels ne valent que ce que valent les hommes et les femmes chargés de les concevoir et de les mettre en œuvre. Or, à cet égard, tous les acteurs et observateurs avertis de la scène politique nigérienne savent que le leader de l'UDR Tabat, son Excellence Amadou Boubacar Cissé, grand homme d'État et patriote sincère qu'il est, n'est jamais descendu sur le terrain glissant et infertile des intrigues et polémiques politiciennes. Ce qui compte pour lui, c'est l'intérêt général, c'est le Niger et l'épanouissement de son peuple. Pour une mission réussie, c'en est une pour la délégation conduite par Dr Mahaman Yahya, membre du bureau politique national IDER Tabat, qui accompagne les membres de la coordination régionale de Maradi, d'infliger à chacun de ces passages une saignée au sein des formations politiques en place au profit de celles dirigées par Amadou Boubacar Cissé. Voilà, nous en venons à présent à la partie magazine de ce journal. Elle est consacrée à l'entretien qu'a bien voulu nous accorder le président du parti nigérien pour l'autogestion PNA, Luma Sanoussi Tambari Jakou, relativement au concept de liberté provisoire dans un contexte électoral au Niger. Très bonne suite en compagnie de nos programmes, aussi très bonne réception. Au revoir. Je préfère tout de même mettre cela dans un cadre. Ce cadre-là, c'est celui de notre temps de préparation des élections générales, présidentielles et législatives, régionales et locales. Si je ne me trompe, aujourd'hui, 15 octobre de l'année 2015, nous sommes à 127 jours des élections présidentielles et législatives. Vous pouvez mettre votre compteur à 125 et chaque jour vous enlevez un, donc moins 125 pour les élections. Tous les citoyens qui sont éligibles, qui sont électeurs et qui sont éligibles sont intéressés par la question. Tous les citoyens étant égaux en droit et en devoir, tous peuvent prétendre à être conseiller municipal, régional, député ou président de la République, indistinctement de leur appartenance à des ethnies, des régions ou de statut des riches et des pauvres. Et je pense que pour la justice et la justesse de ces opérations électorales et citoyennes, les électeurs et les candidats doivent être mis dans les mêmes conditions et le compteur à ce niveau doit être mis à zéro. Je veux dire par là qu'il faut donner les mêmes chances à tout le monde, aux électeurs et aux candidats. Mais il se trouve que nous ne sommes pas tous au Niger logés à la même enseigne. On va à des élections, il y en a qui se sont enrichis sur le dos de l'État, et il y en a qui n'ont rien eu sur le dos de l'État, et il y en a même qui se sont appauvris. Il y en a qui ont posé des actes délictuels et criminels, et il y en a qui ne les ont pas posés. Et on met tout le monde sur le même pied d'égalité, on va aux élections. Je dis non. Il faut nécessairement qu'on parle d'abord des diverses malversations,
dont les dossiers ont été constitués par les inspections des services, les inspections des finances, les inspections d'État, dossiers qui doivent normalement se retrouver devant les tribunaux pour être jugés. Beaucoup de dossiers se sont accumulés, rien n'y fait. Donc ça, c'est le premier thème. Et je voudrais revenir là-dessus. Deuxièmement, il y a des compatriotes qui ont posé des actes qui ont fait en sorte que eux, couverts par une certaine immunité, ont vu à un certain moment donné leur immunité levée. Mais rien n'a été fait à la suite de cette levée d'immunité devant les tribunaux. Ça, c'est un deuxième point par rapport auquel il faut parler. Il y a des escroqueries politiques qui consistent, de la part de certains de nos compatriotes, à se faire élire sous le label de certains partis politiques, comme conseillers municipaux, conseillers régionaux et députés, et qui par la suite allègrement désertent leur formation pour aller dans d'autres, et ils restent impunis. Nous reviendrons là-dessus, Inch'Allah. Mais rappelons tout simplement que s'agissant des députés, la Constitution de la 7e République, à la suite de celle de la 6e et de la 5e, a disposé que tout député qui est exclu de son groupe parlementaire reste à l'Assemblée nationale, mais ne peut pas appartenir à un autre groupe parlementaire. Par contre, tout député qui démissionne de lui-même de son groupe parlementaire perd automatiquement son siège de député et il doit être remplacé par son suppléant. Il n'y a pas ce cas-là. De toutes les façons, il faut revenir là-dessus. Si la question de démission ou d'exclusion des députés a été solutionnée par la Constitution, il n'en est pas de même de la question des conseils régionaux et municipaux. Aujourd'hui, au Niger, vous avez beaucoup de conseillers, des dizaines, des centaines, qui quittent leur parti politique, qui s'en vont dans d'autres partis politiques, alors même qu'ils ont été élus sous la bannière de leur parti. Et on ne leur fait rien. Ils quittent les partis qui les ont fait élire, les partis qui les ont fait élire, ils s'en vont dans d'autres partis politiques et ils s'assoient allègrement sur le mandat qui leur a été conféré sous le label de ces partis-là. Moi, j'en ai 2 cas comme ça, là. Et je vais les amener à la justice. Moi, je ne tergiverse pas là-dessus. Il y a un conseiller municipal et un conseiller régional. Je vais les amener en justice. Et malheureusement, la loi n'a rien dit par rapport à ce conseiller, même la loi sur la décentralisation. C'est ce qui permet aujourd'hui aux conseillers de faire n'importe quoi. Eh bien, on ne peut pas accepter dans un pays de droit de faire n'importe quoi. Et tout le monde voit ça et tout le monde ne dit rien. Peut-être qu'il y a beaucoup même qui en sont satisfaits parce qu'ils en profitent. Je crois qu'il faut respecter la loi. Et puis ensuite, le grand problème, c'est celui des mises en liberté provisoire. Voilà des Nigériens qui posent des actes délictuels, criminels, et qui sont pris par la justice. Certains sont uniquement entendus par les tribunaux et laissés jouir de leur liberté. D'autres sont mis en mandat de dépôt et incarcérés dans des prisons. Quelque temps après, il y a une procédure. On les écoute. On prépare les dossiers. Et on met ces délinquants, auteurs de délits ou de crimes, et on les met en liberté provisoire. Mais moi, je veux savoir, et je ne suis pas le seul au Niger, qu'est-ce que c'est que la liberté provisoire? Nous, dans notre français, en matière de droit, nous comprenons que la liberté provisoire, c'est une liberté dont on doit juger provisoirement. En attendant qu'on soit jugé
et après le jugement, acquitté ou inculpé et condamné. La liberté provisoire, ce sont les magistrats qui la donnent. Je ne sais pas si c'est seulement les juges d'instruction ou les doyens des juges ou les présidents des tribunaux, mais en tout cas c'est là-bas que ça se passe au niveau des tribunaux. On donne la liberté provisoire à un criminel, à un détourneur de biens publics, à quelqu'un qui s'est enrichi frauduleusement, à quelqu'un qui a trempé dans des malversations. On lui donne la liberté provisoire. Et il s'en va et on attend. On attend quoi? Après la liberté provisoire, je pense qu'il y a toujours un jugement. Certains de ces jugements sont faits, d'autres tardent d'être faits, d'autres même ne sont pas faits. Ce qui fait qu'aujourd'hui au Niger, la mise en liberté provisoire est synonyme de la libération tout court. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Nous, on veut savoir. En tant que citoyen, en tant qu'homme politique, en tant que n'importe quoi dans ce pays, nous voulons savoir. Moi, j'ai été condamné et emprisonné pendant 12 ans. Et durant le régime de Tanja, j'ai été arrêté 5 fois. Je n'ai jamais eu de la liberté provisoire. J'ai été arrêté, condamné à 1 mois de prison. Et à un certain moment donné, à la fin du régime de Tanja, le président Tanja nous a arrêtés. Nous étions une quarantaine de députés. Il nous a incarcérés à l'école de police. Après, il nous a transférés devant un juge d'instruction qui nous a écoutés, qui nous a donné la liberté provisoire. Mais après, nous avons été jugés et acquittés. Et nous avons même reçu des dommages et intérêts. Écoutez, nous allons à des élections. Et il y a des criminels avec nous, des délinquants, des voleurs, des détourneurs de deniers publics, des gens qui se sont enrichis illicitement. Certains d'entre eux ont passé devant la justice. Ils sont sortis avec des libertés provisoires. D'autres n'ont même pas passé devant la justice. Et tous nous narguent. Nous, qui n'avons pas commis des forfaits, et nous qui n'avons pas été déférés devant des tribunaux et qui n'avons pas eu de liberté provisoire. Il y a des grands gangsters qui se sont enrichis sur la base du pillage des biens publics. Ils sont mis à liberté provisoire. C'est des gens enrichis frauduleusement et gigantesquement. Qu'est-ce que nous pouvons, nous, en tant que candidats, qu'est-ce que nous pouvons face à ces gens-là? Nous, on n'a rien et ils ont tout. Et ils ont la liberté provisoire. Et ils nous narguent. Je préconise ceci. La société civile du Niger, les Nouardika, qui passent leur temps à discuter sur beaucoup de choses. Je l'ai d'ailleurs saisi à propos de cette question. Les Mustafa Kadi, les SKK, comment il s'appelle, Idrissa de la Bari là, Ali Idrissa, et tous les autres de la société civile qui sont prompts à dénoncer n'importe quoi. Mais pourquoi donc ils ne parlent jamais de cette histoire de mise en liberté provisoire des délinquants et des criminels qui sont là et que nous allons affronter aux élections? Mais non. Et puis, je crois que dans la Constitution, dans la dernière Constitution, la Constitution de la 7e République, on dit que certaines personnalités qui doivent se présenter à des élections, telles que les élections présidentielles, doivent être soumises à des enquêtes de moralité. Et des gens qui doivent être nommés membres du gouvernement ou directeur général de ceci ou de cela, et aussi ils doivent être soumis à des enquêtes de moralité. Est-ce que cela se fait au Niger? Mais cela se fait, mais surtout tous ces gens-là qui sont là et qui sont nommés à droite, à gauche, et d'autres qui vont aller aux élections avec nous. Mais est-ce qu'on leur a fait des enquêtes de moralité? Et lorsqu'on fait des enquêtes de moralité, on ne tient pas compte de cette histoire de mise en liberté provisoire? Mais non, écoutez, non. Moi, je ne vais pas aux élections avec des criminels. Il faut que la société civile et même la société politique se saisissent de cette question-là. Et il faut que tous les dossiers de mise en liberté provisoire soient vidés avant les élections. Oui, il faut
que tous les dossiers là soient vidés. Qu'ils soient repris par la justice si c'est possible. Je n'ai aucune instruction à donner à la justice, mais c'est pour moi un vœu, et peut-être un vœu pieux. Mais c'est en tout cas le fruit de ma réflexion. Ce qui serait correct, c'est que tous les dossiers soient vidés et qu'on aille aux élections sur les mêmes pieds d'égalité. Que tous ceux qui sont mis en liberté provisoire, là, depuis le temps de comment il s'appelle, Barré, le temps de Wanké, les 10 ans de Tanja, le temps de Salou, et maintenant, tous ceux qui sont mis en liberté provisoire, on doit les chercher, faire le jugement, ceux qui doivent être acquittés, qu'on les acquitte, et ils deviennent normaux comme nous, et ceux qui doivent être condamnés, qu'ils soient condamnés.